bienvenue à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette nouvelle séance de notre série de webinaires sur l'éducation ou la pratique sur les troubles de la coagulation et du saignement. C'est la troisième webinaire dans cette série qui permet d'acquérir de nouvelles connaissances, nouvelles informations sur les aspects pratiques des saignements. Et donc, dans cette séance particulière, nous allons traiter deux sujets différents, les comorbidités en hémophilie. Donc, il s'agit tout d'abord des comorbidités musculo-squelettiques. Ce sont des sujets de longue date, bien sûr, déjà connus dans la communauté des troubles de la coagulation. Leur importance est déjà bien connue. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons traiter une comorbidité relativement nouvelle, tout ce qui est lié aux maladies cardiovasculaires. Ces troubles sont devenus plus prévalents au sein des personnes atteintes d'hémophilie au cours des dernières années. Et on s'aperçoit que malgré une déficience des facteurs, les personnes ne sont pas forcément immunes à l'abri de ces troubles cardiovasculaires. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons nous y intéresser aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue aujourd'hui à Gianluigi Pasta, qui est le président du comité musculo-squelettique de la FMH. Ensuite, Paul Logging, qui est spécialiste clinicien en physiothérapie au Royaume-Uni. Également, Adolfo Linas Volpe, qui est le directeur médical de la Fondation Santa Fe de Bogota, en Colombie. Puis, pour la séance suivante, pour les troubles cardiovasculaires, nous avons Robert Klamroth d'Allemagne. Puis Roger Chungens du Royaume-Uni et Gérard Dolan du Royaume-Uni également. C'est un plaisir d'accueillir tous nos orateurs aujourd'hui et je leur donne sans plus tarder la parole. Donc, je donne la parole tout d'abord à Gianluigi qui va parler donc des comorbidités musculo-squelettiques, notamment l'ostéoporose, la gestion de la douleur et les conditions médicales associées et toutes les questions liées à la chirurgie. Merci Glenn pour votre présentation aimable et pour votre invitation surtout à parler de ces troubles. Et bienvenue également à nos amis à cette réunion. J'ai demandé à avoir l'opportunité de contrôler mes diapos. Donc, j'espère que ça va marcher. Et aujourd'hui, donc j'ai le devoir de vous parler des conditions médicales associées à la chirurgie dans un contexte d'ostéoporose et donc de gestion de la douleur également. Donc, voilà mes conflits d'intérêts pour cette présentation. Et à propos de comorbidité musculo-squelettique, je crois que je vais essayer de montrer comment ces connaissances ont évolué, quelles sont les conditions qui ont changé. Et parmi ces conditions, ce sont surtout les conditions de chirurgie qui ont changé avec le temps. Pourquoi nous parlons des changements? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, les patients atteints d'hémophilie ont une durée de vie beaucoup plus longue, presque similaire à la population qui ne souffre pas. Et donc, il nous faut un programme multidisciplinaire, une équipe multidisciplinaire pour prendre en charge ces patients. Donc, je vais vous partager mon point de vue donc pour gérer toutes ces conditions. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'hémophilie il y a presque 20 ans, je me suis concentrée donc sur la chirurgie, notamment l'arthroplastie du genou,
pour traiter l'arthropathie chronique chez les patients atteints d'hémophilie. Mais nous étions effrayés du taux de complications dans cette population. Et bien sûr, nous étions préoccupés également du besoin de traitement chirurgical chez les patients atteints de HIV. Et nous étions préoccupés du risque élevé d'infection chez les patients atteints d'HIV. Mais pendant notre pratique, nous avons réalisé, d'ailleurs nous avons publié ces données, que les infections au HIV, au VIH, étaient bien traitées et n'étaient pas liées à un risque accru d'infection ou de complications. Et ça a été vraiment quelque chose de crucial pour donner le bon message aux personnes atteintes d'hémophilie, aux collègues également. Tous ces collègues qui s'inquiétaient du risque de réalisation de chirurgie sur les personnes atteintes d'hémophilie et positives au VIH. Mais bien sûr, nous avons toujours nos préoccupations concernant la chirurgie chez les personnes positives au virus de l'hépatite C, parce que 1% de la population, c'est ce qu'on voit dans cette revue publiée il y a quelques années, analyse donc nous voyons qu'il y a des risques importants chez les personnes atteintes d'hépatite C. Donc, l'amélioration des résultats au cours des dernières années dans la gestion de l'hépatite C, donc décrite dans cette revue, a été une formidable contribution pour améliorer les résultats à court et à moyen terme. Donc, après une arthroplastie totale du genou. Bien sûr, il y a une part de notre population qui est toujours sujette à des problèmes d'infection liées à l'hépatite C, qui ne sont pas totalement soignés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération au sein de l'équipe multidisciplinaire au moment de prendre la décision de réaliser une chirurgie chez les personnes donc atteintes d'hémophilie. Mais il est vrai, il est clair qu'au cours de ces 20 années, nous avons observé des améliorations impressionnantes. Et aujourd'hui, c'est un problème bien moindre, ce problème des infections par rapport à ce que cela a été il y a donc de nombreuses années. Et les résultats de la chirurgie sont globalement bien meilleurs. Alors, il est vrai que nous avons donc observé de nombreux changements dans le domaine des infections, mais il est important également de parler de ce qui a changé au cours des 20 dernières années en matière de gestion de la douleur. Et vous pouvez voir ici comment le nombre de publications sur ces sujets a augmenté au cours des dernières années. Et donc, ce sujet est devenu de plus en plus important, documenté, notamment en matière d'hémophilie. Et c'est important parce que nous avons terminé d'assumer que la douleur est liée à l'hémophilie. Nous supposons que cela fait partie de notre travail. Nous supposions au départ que cela faisait partie de notre travail, mais que cela n'était pas si important. Or, donc, de nombreuses publications sont parues et on peut voir comment l'évaluation de la douleur a été introduite et avec succès et en quoi cela est de plus en plus important de parler de la douleur, de connaître les caractéristiques de la douleur chez les patients atteints d'hémophilie pour atteindre donc une meilleure gestion et le meilleur traitement possible de cette douleur chronique. Et si l'on regarde la littérature en la matière, il est clair que la gestion multimodale de la douleur est obligatoire.
dans la population générale, mais également dans la population hémophile. Et j'ai parfois la sensation que cela n'est pas clairement utilisé, cette question de la multimodalité. Ce n'est pas une gestion par étapes, c'est une gestion multimodale. C'est-à-dire que nous rassemblons plusieurs éléments. Et parfois, la chirurgie intervient à la fin de ce processus. Et en tant que chirurgien orthopédique, je voudrais rappeler que parfois, la chirurgie orthopédique est le meilleur antidouleur disponible. Et cela donne des résultats à court terme, mais également à long terme. Bien sûr, la chirurgie doit être toujours expliquée en termes de risque, le risque de complications. Mais lorsque l'on parle de douleur, n'oublions jamais la chirurgie comme option, la chirurgie orthopédique. Nous faisons partie de l'équipe. Nous savons que nous devons prendre en compte les traitements, bien sûr, non chirurgicaux auparavant, mais lorsque l'on réalise que on arrive à la fin d'un processus et que l'on a tout essayé pour traiter la douleur et que cela n'est pas suffisant, prenez en considération la chirurgie. N'ayez pas peur de la chirurgie parce que c'est souvent la bonne manière, la bonne équipe. Avec la bonne équipe, donc avec les bonnes pratiques, il est possible donc d'obtenir véritablement une très bonne réduction de la douleur. Alors, comme message, je voudrais insister donc sur la gestion de la douleur dans l'hémophilie. Ne pensez pas que seulement les cas douloureux sont importants. Nous avons des conditions sévères qui présentent des risques importants qui ne sont pas douloureux. Je pense au saignement silencieux, à la synovite chronique qui n'est pas toujours douloureuse, à l'arthropathie également chronique parce que nous savons que nous avons des patients avec des arthropathies sévères et une altération sévère des conditions de vie des cas qui toutefois ne génèrent pas de douleur. Donc, il convient d'y réfléchir et il convient de penser que parfois l'indication chirurgicale ou l'indication de traitement est justifiée même dans une condition qui n'inclut pas de douleur. Donc, la douleur est importante à évaluer, à traiter, à connaître, mais cela n'est pas le seul paramètre à considérer en matière d'articulation. Et il est important, donc, dans tous les cas, de trouver la bonne manière de traiter les gènes articulaires. Alors, je parlerai maintenant de l'ostéoporose. L'intérêt également pour l'ostéoporose a évolué au cours des dernières années avec de nombreuses publications qui ont paru. Vous voyez ici sur cette diapo, l'augmentation du nombre de publications. C'est un sujet très intéressant, mais c'est quelque chose que nous connaissons depuis longtemps. La première publication date d'il y a 40 ans sur l'ostéoporose. Mais lorsque l'on parle d'ostéoporose chez les personnes atteintes d'hémophilie, on pense souvent à la densité minérale osseuse, mais on se demande s'il s'agit d'autre chose. Eh bien, lorsque l'on parle de la densité minérale osseuse, c'est quelque chose lié à l'activité physique, à l'histoire génétique, à la masse osseuse. Est-ce que c'est simplement cela ou est-ce que cela implique d'autres éléments? Eh bien, nous pouvons utiliser la définition du NIH. L'ostéoporose n'est pas liée simplement à la densité minérale osseuse, même si c'est un facteur très important. C'est une question également de force musculaire, de qualité osseuse, force osseuse, etc.
Et lorsque l'on pense à l'ostéoporose, c'est une opportunité donc de s'intéresser aux os, parce que je trouve également que il y a une sorte de racisme, je dirais, à l'égard des os. L'os est la voûte du corps humain. Et je crois que les os méritent d'être traités dignement, si je puis dire. Les os ont un rôle central. Il faut en connaître davantage. Il faut s'y intéresser davantage, à mon sens. L'hémophilie n'est pas liée simplement à l'ostéoporose. Lorsque l'on parle des os, il y a également une question liée au facteur 8. Il y a des questions liées à la formation, à la résorption des os également qui se posent. Et cela a eu des conséquences au cours des dernières années sur les changements de traitement des patients atteints d'hémophilie. Donc, il faut prendre en considération tous ces éléments. Donc, par exemple, le facteur 8 et le remplacement des os pour trouver le bon traitement. Maintenant, je voudrais souligner le fait que nous intéressons beaucoup aux facteurs, donc, parce qu'il existe le risque, bien parfois, d'avoir des terminaisons nous parlons de la densité minérale, nous parlons de la réduction de fractures, et nous parlons là de la qualité des os. Et nous avons démontré que, il y a quelques années, en termes de qualité, d'évaluation, il est impossible de démontrer qu'il y a une corrélation entre la qualité des os chez les patients atteints d'hémophilie et le degré d'arthropathie. Mais souvenez-vous que lorsque l'on parle de qualité des os, ou d'ostéoporose dans l'hémophilie, c'est quelque chose de différent, différent des faux osseux classiques ou c'est quelque chose de différent. Et alors, ces photos-là sont liées à des chirurgies, ne sont pas liées à des traitements médicaux, mais on va voir cela dans la présentation suivante plus en détail. Bien, concernant donc le taux de fracture chez les patients atteints d'hémophilie, la fracture, bien sûr, c'est quelque chose lié à la qualité de vie. Et nous avons des publications qui ont démontré que les personnes atteintes d'hémophilie peuvent avoir un taux accru de fracture, et cela est lié au traitement de l'hémophilie et à la disponibilité de la prophylaxie pour donc pouvoir réduire ce taux de fracture dans cette population. Donc, souvenez-vous que lorsque l'on parle d'ostéoporose, nous ne parlons pas toujours d'un point de vue orthopédique, mais il nous faut toujours garder à l'esprit le risque de fracture, et cela a été bien démontré dans la population hémophile, mais également dans la population générale. Il faut utiliser donc tous nos outils à disposition pour bien évaluer le risque de fracture, parce que nous devons prévenir au maximum les fractures chez les personnes atteintes d'hémophilie, bien sûr, et pour améliorer le programme de réhabilitation. Nous verrons d'ailleurs tout cela avec Paul juste après. Alors, lorsque l'on parle de comorbidité musculo-squelettique, il est de plus en plus important d'avoir une équipe multidisciplinaire à disposition, et tous les spécialistes sont essentiels et sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats.
Donc, lorsque l'on parle de comorbidité musculo-squelettique, essayez de sortir du cadre, n'est-ce pas? Cela n'est pas un problème uniquement musculo-squelettique. Cela n'est pas seulement, cela ne concerne pas seulement votre domaine. C'est vraiment très important d'en discuter au sein d'une équipe multidisciplinaire. Merci beaucoup à tous pour votre attention. J'espère que nous aurons d'autres discussions fructueuses lors de ce séminaire et je donne maintenant la parole à mon ami Paul du Royaume-Uni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gianluigi. Bien. Nous allons maintenant parler de la rééducation des comorbidités liées donc à tout ce qui concerne l'aspect musculo-squelettique. Je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, je suis Paul McLaughlin et je travaille au Royal Free Hospital de Londres, au Royaume-Uni. Je suis physiothérapeute spécialisée en hémophilie. Donc, je n'ai pas de déclaration d'intérêt. Voyez ici les points que je vais aborder au cours de ma présentation. Donc, je vais parler un peu de l'histoire. Nous verrons une étude de cas. Ensuite, nous verrons la définition de la rééducation en tant que concept, quelque chose que l'on fait auprès de nos patients. Ensuite, nous verrons la rééducation dans le cadre d'un point de vue biopsychosocial et quelques conseils. Donc, mon étude de cas, un monsieur de 18 ans avec une hémophilie A qui a une histoire et des antécédents de saignements bilatéraux à la cheville et au genou droit, prophylaxie de 2000 IU alternativement par jour. Donc, l'évaluation a été faite et il avait des douleurs au genou droit. Il avait un problème de blocage et de genou et qui cédait par moment. Pas de traumatisme, pas de blessure, pas de saignement récent et il n'y avait pas de changement avec un supplément de facteur 8. La douleur et le problème restaient le même. Il avait des problèmes pour descendre les escaliers, lorsqu'il marchait, il avait davantage de douleur. Alors, nous avons fait une évaluation, nous avons regardé son genou, il n'y avait pas de gonflement. Il avait une démarche antalgique, c'est une réaction protectrice. Et pour ce genou droit, il y avait un valgus. Nous avons fait une évaluation de l'amplification d'amplitude articulaire. Il y avait une sensibilité de la ligne antérolatérale de l'articulation du genou et une diminution de la force des quadriceps. Et lorsque nous avons fait le score HJHS du genou droit, c'était 4. Donc, ce n'était pas très, très mal. Et en général, son score HAL était de 76,5. Donc, 100, ça veut dire qu'il n'y a pas de déficit et fonctionnel. Et donc, il avait des problèmes au niveau il avait des difficultés à jouer au golf, qui était son principal passe-temps. Et c'était quelque chose qui le gênait beaucoup. Donc, et aussi au niveau de sa vie sociale, il y avait certains manques. Donc, nous avons fait une étude de cas. Nous avons pensé qu'il s'agissait probablement d'une pathologie du ménisque. C'est pour cela qu'il y avait ce problème de muscle, de genou qui lâchait, qui se dérobait. Il y avait un problème aussi de force des quadriceps et une crainte concernant le problème du genou. Et nous ne savions pas quelle était la nature réelle de ce problème. Donc, nous avons proposé des exercices de base de quadriceps, mais il continuait à avoir des douleurs importantes et il est revenu nous voir les semaines ultérieures au centre. Donc, nous avons fait un contrôle radiographique de ce genou et on voit
sur la radiographie, on voit l'état de son genou, ce qui a été très utile pour nous du point de vue donc, radiographique. Nous avons fait un examen par IRM quelque temps plus tard et on a constaté qu'il y avait une lésion sous-chondrale bien définie avec un œdème marqué de la moelle osseuse du cartilage sous-jacent intact. Et pourtant, et on a constaté qu'il y avait un problème au niveau mais que les ménisques étaient intacts. On a fait un diagnostic et on a pensé qu'il s'agissait d'une nécrose avasculaire. Donc, à ce stade, l'avis médical était donc analgésique si nécessaire, inhibiteur de la COX-2 et nous proposons le paracétamol dans ces cas-là, si nécessaire. Et nous avons modifié sa prophylaxie quotidienne. Nous sommes passés à 1500 IU. On a pensé que c'était une bonne manière de prendre en charge les risques d'hémorragie et de modérer les effets de l'hémophilie sur ce genou le plus possible. Ensuite, nous avons constaté l'importance de la rééducation physique. Nous avons mis une attelle de genou pour bloquer le genou, ce qui a permis de réduire l'ampleur du mouvement de ce genou et de mouvement. Et cela lui permettait de marcher normalement, de descendre des escaliers, mais en même temps, ça a renforcé, ça donnait une sensation de soutien, de support. Il avait davantage confiance dans son genou. Ensuite, nous l'avons donné un traitement de hydrothérapie pour renforcer ses quadriceps, les muscles ischio-jambiers et les fessiers. Et à ce stade, il continuait à utiliser son attelle et nous avons continué donc cette rééducation de manière active, ce qui lui a donné davantage de confiance dans son genou. Nous avons fait de la gymnastique, chaîne fermée, progressant vers une chaîne ouverte pour une activité spécifique du golf. Et comme c'est un golfeur, c'est un monsieur qui joue au golf, comme vous le voyez sur l'image de droite. Vous voyez ce mouvement, et le corps tourne sur lui-même. Et donc, nous avons commencé à travailler ce mouvement de façon qu'il n'ait pas peur de faire ce mouvement, qu'il n'ait pas peur que son genou cède. Et nous avons donc pratiqué cela. C'est de la rééducation. La rééducation, et c'est un concept important. Il s'agit d'un exercice, de faire de l'exercice. C'est un processus qui comprend souvent plusieurs personnes, plusieurs processus, et il faut se souvenir de cela, de ce concept, lorsqu'on analyse donc la question de la rééducation. 6 mois plus tard, donc, nous avons refait un IRM et nous avons donc fait cet IRM pour voir l'état du genou et le diagnostic a été revu parce que nous avons vu qu'il y avait un kyste sous-chondral hémorragique associé à une hémarthropathie et donc une anomalie osseuse plus importante. Un œdème osseux qui était intense, qui subsiste. Vous le voyez sur le cliché. Et donc, vous voyez sur la radio l'état de ce genou. Ensuite, il n'avait plus de douleur 6 mois plus tard. Le commentaire du patient était qu'il était revenu à 18 trous de golf. Son genou se sentait subjectivement mieux et plus sûr, plus sécurisé. Il avait un besoin minime d'une genouillère et le score HJS était de 1, alors que
Auparavant, il était de 4 et le score HAL était de 90, alors qu'auparavant, il était de 76,5. Donc, on constate qu'on avait une rééducation réussie. Mais selon quels critères? Donc, il faut analyser les différents critères utilisés ici. Donc, la radio, le résultat, le fait de pouvoir vivre avec ce genou pour cet homme, le fait que ce genou ne cède plus sous lui, c'est important à ce moment-là, et il n'avait plus mal, il se sentait sûr et il était capable de faire plus ou moins ce qu'il voulait dans sa vie quotidienne. Donc ici, on voit que la personne existe, hein, la personne a une vie et au sein de cette vie, elle doit gérer et prendre en charge ses propres problèmes de santé, mais en plus, il y a une vie, il y a un travail, il y a des amis, il y a une famille, il y a une maison. Cette personne vit en société, elle a des activités, elle a un sport, elle aimerait peut-être être un peu plus active. Et cette personne peut aussi aller à l'école, si c'est un étudiant ou à l'université. Elle veut partir en vacances, cette personne. Elle veut avoir la possibilité de faire des choix actifs et que sa vie ne soit pas déterminée seulement par ses problèmes de santé. Donc, cela nous amène à nous demander qu'est-ce que la rééducation? C'est un concept qui aide une personne à être aussi indépendante que possible dans ses activités quotidiennes. Et c'est la définition la plus large et la mieux comprise de ce qu'est la rééducation. La rééducation permet aussi de participer à ses études, son travail, aux loisirs, aux différents aspects de la vie quotidienne. Et la rééducation est centrée sur la personne. Et les approches sont choisies en fonction des objectifs et des préférences de chacun. La rééducation peut se faire dans n'importe quel cadre. Ça peut être à l'hôpital, dans le domicile, dans une clinique privée. Elle peut aussi se faire en ligne. Elle peut réduire l'impact et le poids des problèmes de santé. Si on pense en général, je dirais que la rééducation est aussi un investissement avec des coûts et des avantages pour les individus et la société. Et cela s'adresse à toute personne qui en a besoin. Et c'est là que nous travaillons, que nous essayons de permettre aux gens d'avoir accès à la rééducation, pardon, dans la mesure où ils en ont besoin, où cela peut améliorer leur vie quotidienne. Parce que la rééducation concerne une personne dans son ensemble. Ici, sur les études de cas, vous voyez, on a un problème pathologique, le genou, l'arthropathie. On a un problème aussi concernant le problème lié à l'hémophilie. Donc, dans le contexte de cette personne, les saignements n'étaient pas un problème. Le problème était la force, le manque de force de ce genou, le manque de stabilité, les problèmes liés à la vie de cet homme. Il ne pouvait pas pratiquer le sport qu'il aimait, le golf. Et donc, pour lui, le handicap était ce genou qui cédait. Et avec le temps, cela a changé. Le problème s'est empiré avec le temps et son genou, peu à peu, a commencé à représenter vraiment un problème. Il n'avait plus de stabilité et nous avons dû considérer la personne dans sa totalité pour faire cette rééducation. Alors, la rééducation, qu'est-ce qui la rend plus efficace? Je dirais qu'il faut considérer cela en fonction d'une évaluation holistique, hein, globale de la personne. Et quelqu'un atteint d'hémophilie, il faut essayer de comprendre et d'avoir une expérience d'abord dans le domaine de l'hémophilie, de comprendre quelle est la santé de cette personne en général, qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui est un problème pour lui.
pour une personne atteinte d'hémophilie, on a différents aspects de comorbidité qui vont avoir un impact. Il faut travailler avec un expert et avoir une approche globale avec l'hémophilie. Et c'est important de travailler avec un médecin et faire une rééducation qui soit faite dans le cadre des soins intégrés. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on fait à part. Il faut considérer que la maladie de l'hémophilie est une maladie qui dure toute la vie et qui va fluctuer, qui va s'empirer, qui va s'améliorer avec le temps, qui va aller venir. Et donc, nous avons un modèle ici qui est important qu'il faut appliquer, qui est le modèle biopsychosocial avec des questions liées au comportement. Il faut travailler avec ce secteur de la médecine pour voir ce que la personne peut faire pour que son état s'améliore. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Et puis, il faut comprendre aussi les convictions des personnes, ce que les personnes pensent par rapport à la rééducation, au résultat de la rééducation, utiliser différentes interventions adaptées à la personne, utiliser des médicaments, bien sûr, concentrés de facteurs, etc., être plus actif, faire de l'exercice, avoir un soutien psychologique aussi pour chaque personne. Cela va être différent. Certaines personnes vont avoir besoin de seulement faire un petit peu d'exercice. D'autres personnes vont avoir aussi besoin de ce soutien psychologique. Il faut aussi faire un suivi des changements qui ont lieu pour s'assurer que l'intervention va avoir lieu au bon moment et qu'on va les aider. Et puis, s'il y a des dommages qui ont lieu au niveau des articulations, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de saignement et qu'il n'y ait pas de douleur non plus. La douleur en elle-même n'est pas qu'une conséquence négative, c'est quelque chose aussi qui signifie qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une douleur positive, qui veut dire qu'il faut dépasser ce palier de douleur pour arriver un petit peu plus loin et pour prendre en charge la douleur d'une façon et l'assumer d'une façon différente. Mais il y a différentes façons de mesurer la douleur, de voir si c'est une douleur positive ou négative, si on peut aller un petit peu plus loin ou s'il faut s'arrêter là. Et donc, le message que je transmet, c'est que la rééducation est quelque chose de complexe. C'est plus que travailler sur les muscles, les articulations. Nous devons nous adapter, individualiser le traitement, tenir compte de la douleur, des problèmes de saignement des personnes avec qui nous travaillons. Il faut aussi, des fois, tenir compte du fait que les personnes habitent loin, qu'elles ne peuvent pas se rendre à la clinique. Aussi, et on a des personnes qui ne comprennent pas bien ce qu'est leur maladie, ce que peut faire la rééducation pour leur maladie. Donc, il faut expliquer qu'il ne s'agit pas seulement de quelque chose de physique et de fonction et des muscles. Nous devons comprendre la complexité du problème et accepter que la rééducation chez les personnes atteintes d'hémophilie est quelque chose de complexe. Il faut accepter cette complexité, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu au-delà et de prendre mieux en charge ces personnes atteintes d'hémophilie et de problèmes d'articulation. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais maintenant donner la parole à mon collègue Adolfo Lignas. Et merci beaucoup, Paul. Je vais prendre la suite. Donc, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Et nous avons donc entendu M. Gianluigi Pasta, le docteur Gianluigi Pasta, qui nous a parlé des complexités et de la prise en charge des personnes hémophiles atteintes de problèmes de genoux. Nous avons vu cette approche donc globale pour la rééducation que Paul McLaughlin nous a présentée. Je suis Adolfo Lignes. Je suis donc médecin orthopédique et traumatologue. Je travaille pour la Fondation Santa Fe de Bogota et je suis professeur et je travaille, médecin professeur, je travaille à l'Université de médecine de Los Andes à Bogota.
prochaine diapositive. Merci, Julia. Parfait. Je crois que vous pouvez les faire défiler pour moi. Voilà, donc mes conflits d'intérêts, je n'en ai pas concernant cette présentation d'aujourd'hui. Donc, au cours des 15 prochaines minutes, je voudrais entrer en profondeur, en détail, dans cette condition qui est typique, qui est commune dans le monde entier. Et à savoir la synovite. Donc, c'est à gauche l'apparence normale d'une articulation et à droite, donc, une condition altérée de cette articulation. Alors, dans nos directives, les patients, la recommandation numéro 10.2.4 indique que les patients atteints d'hémophilie qui ont des synovites chroniques non résolues, pour ces patients, donc la FMH recommande une synovectomie non chirurgicale comme première option de traitement à l'aide donc d'une synovectomie par radioisotope avec un émetteur de bêta pur. Donc ça, c'est l'apparition typique de l'articulation atteinte de synovite, donc avec un volume accru de l'articulation, avec une inflammation et typique donc des saignements aigus. Donc, que faisons-nous? Eh bien, nous utilisons une crème pour minimiser l'impact de l'injection et nous attendons à peu près une vingtaine de minutes. Nous utilisons donc une injection locale. Donc, nous surveillons le flux, la bonne absorption de ce que l'on a fait, de ce que l'on a injecté, en surveillant qu'il n'y a pas de saignement. Alors, s'il y a un saignement, ici, par exemple, il faut donc une aiguille plus épaisse pour récupérer le saignement et vous devez l'extraire pour minimiser l'effet du saignement. Parce que vous voulez que le liquide soit introduit directement dans les muscles. Donc, vous pouvez utiliser ce produit, est disponible dans le monde entier pour vos injections. Alors, lorsque ces produits ne sont pas disponibles, nous utilisons oxydétroxycline également. Comme vous le voyez à l'écran, c'est reconnu par sa couleur jaune. Et nous cherchons d'éviter la douleur, donc notamment pour cette première injection. Alors, suite à cette synovectomie, après une ou deux ou trois injections, parfois plus, et après le travail de rééducation, il y a des cas où on observe une contraction en flexion résiduelle. Donc, il n'y a plus de saignement, mais il reste cette contraction en flexion. Donc, dans ce cas,
nous commençons une combinaison de cales et de charnières pour les cas les plus sévères. Donc, on utilise tous ces outils, donc notamment les charnières, pour vaincre, lutter contre cette contraction-flexion. Donc, ce sont des expériences qui ont été menées dans le monde entier, hein, pour parvenir à obtenir la désubluxation et l'extension de la jambe. Donc, vous voyez ici les charnières élémentaires classiques. Donc, vous voyez le résultat entre les deux photos. Après l'utilisation de ces cales et ces charnières. Le genou a réussi à parvenir à l'extension. Alors, une fois que cela est fait, il y a des patients qui ont toujours une contraction en flexion résiduelle, comme vous le voyez ici, chez ce jeune garçon atteint d'hémophilie A. Donc, il repose sur sa poitrine et vous voyez qu'il y a encore une flexion résiduelle 45 degrés. Donc, dans cette situation, nous utilisons une libération capsulaire postérieure. Donc, surtout chez les patients en pédiatrie. Donc, on va du centre, à partir du centre. On voit qu'on retire les nerfs. On effectue un drainage. Et donc, on réalise l'incision. Et on obtient donc le résultat ci-dessous. Après donc l'opération, et on a obtenu donc l'extension. Alors, après, certains patients peuvent revenir à la contraction parce que parfois on obtient l'extension, mais on perd la flexion. Donc, dans ces cas, donc on voit ici l'extension maximale qui a été obtenue et on essaie de revenir vers une légère flexion. Donc, c'est fréquent de voir alors, cela fonctionne bien, cette opération, pour retrouver un peu de flexion et avec une incision, avec un plâtre également. Et puis, donc, bien sûr, pour toute cette procédure, hein, on suit attentivement les directives et les conseils, donc des procédures formulées par la FMH. Donc, on voit ici toute l'évolution. Donc, on a ici une fixation sous-cutanée assez simple et classique, n'est-ce pas? Et donc là, le patient peut parvenir à une extension des deux côtés. Et là, cela permet parfois d'éviter le remplacement du genou, mais cela n'est pas toujours le cas. Et donc, dans les cas réfractaires, on envisage le remplacement du genou. Alors, je parlais des directives. Eh bien, la recommandation 10.7.3 pour les patients atteints d'hémophilie dans la période post-opératoire suivant une chirurgie orthopédique. Donc, la FMH recommande une rééducation graduelle par un thérapeute
expérimenté donc, dans la gestion d'hémophilie pour bien prendre en cas la complexité de ces cas. Alors, pour résumer, donc, la séquence que l'on vient de voir, tout d'abord, on commence par une synovectomie avec les produits que l'on a à disposition. Oxydocycline, par exemple, ou d'autres médicaments utilisés à cette fin. Puis, dans la phase de rééducation, si vous avez obtenu une extension complète, tant mieux. Sinon, vous poursuivez avec l'application de cales, de charnières. Et si cela n'est pas suffisant, on procède à une libération postérieure. Et si toutes ces interventions n'entrent pas dans votre domaine de compétences, vous pouvez bien sûr faire appel aux chirurgiens en pédiatrie ou d'autres spécialistes qui, en formant une équipe, pourront effectuer donc à eux tous l'ensemble de ces différentes interventions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Pour la présentation de cette séquence linéaire d'intervention. Je remercie également Gianluigi pour sa présentation et Paul. Et puis, je donne la parole maintenant au docteur Pierce qui va nous présenter la suite. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette présentation véritablement passionnante avec différents paramètres de soins orthopédiques. Alors, nous avons déjà quelques questions, notamment pour Gianluigi. Au cours des 30 minutes qui viennent, nous allons tenter d'y répondre. Alors, quelques questions qui nous parviennent. Gianluigi, je voudrais vous demander de donner davantage d'informations sur la relation entre facteur 8 et ostéoporose. Il y a beaucoup de spéculations dans la littérature sur cette relation. Et il me semble parfois que cela paraît comme une stratégie marketing entre produits de facteurs, produits sans facteur de remplacement. Alors, où est la vérité là-dedans? C'est important pour nous de bien séparer tout cela. Est-ce que vous pourriez commenter donc sur votre opinion sur le rôle du facteur 8 dans la santé osseuse et ce que signifie l'absence de facteur 8 pour l'histoire à long terme de la structure osseuse. Merci, Glenn, pour cette question. Bien sûr, j'essaie toujours de penser, d'avoir ma propre réflexion sur toutes ces questions. Je me souviens que le professeur Mannucci, il y a peut-être 15 ans, pardon, m'a donné un article sur l'origine hématologique de l'ostéoporose. Alors, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, que peut-être certains facteurs de coagulation, pas seulement le facteur 8, mais d'autres sont liés à la formation osseuse et l'ostoblaste. Donc, effectivement, certains reconnaissent des mécanismes cellulaires qui pourraient être régulés, peut-être, en tout cas les cas, qui pourraient impliquer donc certains facteurs de coagulation. Certains facteurs pourraient être impliqués. Alors, on voit que l'ostéoporose dans l'hémophilie n'est pas seulement une question de perte fonctionnelle, c'est également
quelque chose lié à la formation osseuse. Donc, nous n'avons pas la réponse définitive à cette question, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons continuer de travailler. Et encore une fois, comme nous l'avons dit pour la synovite, pour l'arthropathie, la science élémentaire en matière musculo-squelettique, en matière de complications dans l'hémophilie, c'est quelque chose qu'il faut suivre, respecter, mais aussi améliorer constamment dans notre domaine, parce que c'est la seule manière de justement d'obtenir la réponse finale à cette question. Il faut poursuivre nos recherches. Mais en même temps, souvenez-vous que l'ostéoporose n'est pas une question de science élémentaire, simplement, ce n'est pas une question de médication, c'est aussi une question de résultat clinique. Et le résultat clinique de l'ostéoporose, c'est la fracture. Ce n'est pas une évaluation de la masse osseuse ou de la densité minérale osseuse. Donc, c'est un point, c'est une question intéressante, effectivement. Il faut pouvoir utiliser nos connaissances de la science élémentaire et de l'application clinique. N'oubliez pas de prendre en compte vos propres perceptions, vos propres réflexions sous ce déluge d'informations qui nous parviennent du marché. C'est également donc le cas pour l'ostéoporose. Alors, nous avons 2 minutes supplémentaires. Peut-être une autre réponse. Paul McLaughlin, merci beaucoup. Je pose une question. Merci pour cette description de cas fascinante. Pouvez-vous commenter davantage la prévalence, comment cela démarre, pourquoi cela n'est pas résolu de façon plus rapide? Quel est l'historique national de ce kyste hémorragique? Bien, alors c'est compliqué, mais essentiellement, la théorie est que après le saignement, le cartilage de l'articulation a été rompu et dû à une pression négative contre l'articulation et donc a altéré l'os, n'est-ce pas? Donc, c'est hémorragique en raison d'un processus mécanique, modification de l'articulation. Il y a un cartilage altéré pendant une longue période, mais il peut y avoir également une question de pression sur l'articulation en fonction d'une interférence avec l'alimentation sanguine. Donc, il faut revenir à une activité normale, un remplacement osseux normal pour rééquilibrer l'ensemble du processus. Je pense que ce qui rend cela difficile, c'est qu'il y a donc beaucoup de douleur dans ce contexte, notamment en cas d'œdème osseux. Et la douleur osseuse, dans ce cas, est difficile à gérer. Donc, ça ajoute à la difficulté de gestion de ces cas. Et puis, comme le disait Gianluigi, on manque de connaissances élémentaires sur ces questions. Et notamment sur les personnes jeunes, hein, parce que c'est un problème surtout pour les personnes âgées. Alors, dernière question pour Adolfo. La procédure que vous avez utilisée pour créer l'extension de la genou, du genou, après cette synovectomie, avec la procédure finale, est-ce que ce patient était en mesure de maintenir la flexion ou est-ce qu'il était immobilisé avec donc le genou bloqué en extension? Non, il a pu maintenir la flexion. C'est ça qui est fascinant. Vous avez une amplitude de mouvement qui est par exemple de 70 degrés.
ou que ce soit, quel que soit l'endroit où vous commencez ou vous terminez. Et donc, l'idée, c'est de fournir cette amplitude de mouvement à l'endroit le plus commode pour que la personne puisse reprendre une activité normale. Donc, si par exemple, vous avez 50 degrés avec une extension totale et une extension et une flexion totale, c'est très difficile de passer d'un extrême à l'autre. Donc, l'idée ici, c'est de gagner ces 30 degrés qui vous manquent. Alors, ça semble pas beaucoup, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est énorme. Et cela améliore grandement le bien-être des personnes. Alors, si l'on peut obtenir cela, parfois les patients me disent, est-ce que vous pouvez me donner 5 degrés de plus d'extension? Ce serait parfait. Et donc, souvent, bien sûr, lorsque le patient revient, il obtient une extension complète et il est ravi. Et donc, tout cela est obtenu avec très peu de matériel, sans provoquer de saignement. Et j'insiste sur le fait que dans le monde entier, il y a d'excellents chirurgiens qui sont formés pour cela et vous pouvez les recruter dans votre équipe. Vous pouvez former une équipe multidisciplinaire, les intégrer à votre équipe pour enrichir votre pratique, pour récupérer donc toujours plus de fonctions chez ces patients. Merci, je crois que c'était quelque chose de très complet, hein. Donc, on a des procédures relativement simples et qui sont utilisées, largement utilisées, nous l'avons vu. Bien, nous allons passer à un autre type de comorbidité. Il s'agit maintenant des comorbidités cardiovasculaires et je vais maintenant donner la parole à Monsieur Robert Klamroth qui va nous parler des comorbidités et des comorbidités cardiovasculaires. Bonjour, je viens d'Allemagne, je suis à Berlin dans le centre d'hémophilie et nous traitons beaucoup de patients atteints d'hémophilie. Voilà ma déclaration d'intérêt. Vous voyez donc ce que je fais dans le domaine de l'hémophilie. Ensuite, nous avons déjà indiqué que la population atteinte d'hémophilie vieillit. Nous avons de plus en plus de patients atteints d'hémophilie. Alors, et malgré la maladie, nous avons constaté que ces patients ont de plus en plus de comorbidités associées à l'âge. Et comme la population atteinte d'hémophilie auparavant était très jeune, maintenant nous devons passer à de nouveaux types de traitements pour ce type de patients parce que nous avons une meilleure espérance de vie, une espérance de vie plus longue et bien sûr, nous avons vu une amélioration de l'espérance de vie. Nous avions auparavant des résultats assez hétérogènes, mais je dirais que nous avons des progrès dans le domaine du traitement du VIH, hein. On a pu aussi faire disparaître la maladie de l'hépatite C et maintenant les problèmes liés pour ce type de patients sont le cancer et les troubles cardiovasculaires. Alors, que faire dans le cas de patients atteints d'hémophilie pour cette prise en charge? Si vous regardez la comorbidité chez les patients atteints d'hémophilie, on doit se poser deux questions. D'abord, est-ce que cette comorbidité est plus courante chez les hémophiles? Est-ce qu'elle est due à l'hémophilie? Est-ce qu'il s'agit de problèmes plutôt musculo-squelettiques? Est-ce que nous avons des problèmes de traitement pour ce type de patients atteints d'hémophilie? Parce que pour les maladies cardiovasculaires, tout se complique, hein.
On va en parler aujourd'hui. Si on a besoin d'utiliser des anticoagulants chez ce type de patient, c'est un problème. Nous allons commencer par la maladie rénale. Les maladies donc, la FMH se focalise sur les problèmes rénaux chez les patients atteints d'hémophilie et comparé au reste de la population, donc, et c'est différent, cela varie en fonction des pays, mais si on regarde les risques qui existent dans le domaine des maladies rénales, hein, on a l'âge qui est un aspect important, mais aussi le diabète, le VIH, l'hypertension, l'utilisation d'anti-inflammatoires. Et si on regarde la population atteinte d'hémophilie, on a beaucoup de patients qui prennent beaucoup d'antispasmodiques comme l'ibuprofène, par exemple, qui peut causer certains problèmes rénaux. On a longuement discuté de la possibilité de patients atteints d'hématurie récurrente. Est-ce que c'était une possibilité d'avoir ici quelque chose qui provoquait une maladie rénale? Donc, nous avons constaté que les infections rénales récurrentes sont peut donner de gros problèmes au niveau rénal, de maladie rénale. Alors, quels sont les risques concernant la population atteinte d'hémophilie? Nous avons peu de rapports parlant de patients hémophiles ayant besoin d'une greffe de rein. Maintenant, si vous êtes à un certain stade, vous avez peut-être besoin d'hémodialyse et dans ma cohorte de patients, nous avons vu seulement 4 patients avec des maladies rénales et nous avions plus de 300 patients atteints d'hémophilie, donc seulement 2 patients atteints d'hémophilie A avec une maladie rénale grave. Le problème de l'hémodialyse, c'est qu'elle requiert une anticoagulation pour éviter la coagulation dans le filtre, hein, du sang dans le filtre. Et donc, mon expérience, c'est qu'on a 2 approches. Vous pouvez faire utiliser le facteur de remplacement pendant l'hémodialyse, c'est recommandé, ou bien vous pouvez, et si vos patients sont anticoagulés, mon expérience concernant les patients atteints d'hémophilie et l'hémodialyse était que il n'était pas nécessaire d'utiliser davantage d'anticoagulateurs ou de facteurs de coagulation ou de concentrés de facteurs de coagulation. Donc, voilà, ça c'est l'approche que nous utilisons pour ce type de patient parce que je suis sûre que dans cette population donc plus âgée, nous allons avoir davantage de patients atteints d'hémophilie qui vont avoir besoin de ce type de thérapie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien, je pense que la plupart de mes collègues font cela et on surveille de manière régulière la fonction rénale chez les patients plus âgés atteints d'hémophilie. Ce qu'il faut faire, je crois que cela est fait en général, hein, il faut chercher les risques, les facteurs de risque liés aux maladies rénales. Alors, ces facteurs de risque, les plus courants chez les patients atteints d'hémophilie sont l'hypertension, le diabète et bien sûr l'utilisation d'antispasmodiques chez ces patients qui ont la possibilité, qui ont la capacité, ce type de médicaments ont la capacité d'abîmer les reins. Donc, si on regarde l'hypertension, elle est prévalente est-ce qu'elle est prévalente chez les malades atteints d'hémophilie? Et puis, je vais vous présenter ici le cas d'un patient atteint d'hypertension, un patient, et on a constaté ici un grand changement de pratique dans notre centre de l'hémophilie. Donc, un patient de 52 ans atteint d'hémophilie A, 82 kilos, nous avons réduit le facteur 8 de demi-vie. On a fait une injection quotidienne de 1000 UI de facteur 8. Il n'y a pas eu de saignement au niveau des articulations. Et à mon avis, il n'y avait pas de saignement
et seulement quelques petits problèmes traumatiques. Donc, c'était bien. Au niveau de la comorbidité, il avait une hypertension artérielle avec un médicament qu'il prenait depuis l'âge de 40. Et un jour, il est mort. Ses enfants l'ont trouvé mort dans son lit. Et lorsqu'on a fait une autopsie, on s'est rendu compte qu'il avait fait une hémorragie intracrânienne, intracérébrale. Et la raison, à mon avis, était la prophylaxie utilisée de concentré de facteurs et qu'il respectait, mais il ne respectait pas les médicaments. Et donc, anti-hypertension. Et nous avons trouvé beaucoup de ces médicaments qu'il n'avait pas utilisés chez lui. Et quand on a appelé son médecin, il nous a dit oui, il avait souvent des problèmes d'hypertension. Donc, l'hémorragie intracérébrale est une cause de mort chez beaucoup de patients atteints d'hémophilie. Si vous regardez les résultats ici du Royaume-Uni, on a un risque plus élevé pour les patients atteints d'hémophilie sévère et même les patients atteints d'hémophilie légère. Donc, la prophylaxie semble être capable de réduire ce potentiel de ICH, d'hémorragie intracérébrale, et chez les patients atteints d'hémophilie grave. Et pour les patients qui prennent des médicaments anticoagulateurs, l'hypertension hémorragique est un risque important. Donc, il faut contrôler l'hypertension chez ces patients. C'est tout à fait crucial pour éviter des effets collatéraux comme les maladies rénales et les hémorragies intracérébrales. Alors, pourquoi est-ce que je pense que traiter l'hypertension est important? L'hypertension est un facteur de risque qui a été reporté pour les patients atteints d'hémophilie depuis longtemps. On a une incidence accrue d'hypertension et on a constaté dans une étude faite aux Pays-Bas que on avait 2 fois plus de personnes traitées avec des antihypertenseurs par rapport à la population générale. La même chose au Canada, 29% des patients qui étaient atteints d'hypertension et donc étaient atteints d'hémophilie. Il est difficile de comparer ce type de patients. Donc, j'aime bien cette étude qui a été faite aux Pays-Bas par le prochain intervenant qui annonçait qu'on a des groupes de personnes plus âgées avec une prévalence accrue et chez les patients atteints d'hémophilie. Prochaine diapositive. Ici, vous voyez cette étude que nous avons faite dans toute l'Europe. Il s'agit de l'étude H3, une étude intersectionnelle avec 532 patients d'âge différents. Et il y a eu une proportion importante de patients atteints d'hypertension. Et beaucoup avaient donc une pression sanguine élevée. Vous voyez le groupe de hémophiles, hémophiles graves par rapport aux hémophiles légers. Donc, et pour donc, la partie donc, de 70-100 ans, vous voyez qu'on arrive au même niveau. Donc, on a essayé de comparer cela à une autre cohorte plus jeune de patients, toujours, et on a constaté que pour la tranche d'âge 50-59 ans, il y avait une augmentation de l'hypertension chez les patients atteints d'hémophilie comparée à la population générale. Donc, pourquoi est-ce que je vous montre cela? Pourquoi est-ce que je vous parle de cela avec autant d'insistance? L'hémophilie, dans beaucoup d'études, semble être associée à ce type de problème, davantage que la population en général. Donc, je pense que c'est un point crucial dans notre approche et notre prise en charge des personnes atteintes d'hémophilie. Donc, l'hypertension est un facteur de risque pour les saignements intracérébraux et pour l'artérosclérose. Il faut mesurer la pression artérielle, c'est facile. La pression doit être analysée chaque fois que le patient vient dans le centre pour ce centre de traitement de l'hémophilie.
Et je vous ferai une petite recommandation de la FMH qui figure dans les lignes directives de la FMH. Hein, la recommandation 993 pour tous les patients atteints d'hémophilie, la FMH recommande une mesure régulière de la pression sanguine artérielle dans le cadre des soins courants. Hein, et cette recommandation est basée sur des données résultant d'études. Hein. Donc, la recommandation 994 pour les patients atteints d'hémophilie, la FMH recommande la même prise en charge d'hypertension artérielle de l'hypertension artérielle que celle qui est appliquée dans la population en général. Donc, comme cela, il n'y a pas de problème au niveau des saignements, au niveau de la thérapie de remplacement. Hein. Il faut traiter ces patients exactement comme la population générale. À mon avis, ils sont assez faciles à traiter et dans le domaine médical. Voilà, je vous remercie et je vais maintenant donner la parole à Roger qui va nous parler des comorbidités donc liées aux questions cardiovasculaires aussi. Roger, allez-y, vous avez la parole. Nous allons parler de fibrillation auriculaire et d'anticoagulation. Merci, merci. Vous avez donné de très bonnes recommandations. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien, je vais vous présenter donc la question de la fibrillation auriculaire et l'utilisation des anticoagulants. Voilà, donc je ne suis pas physiothérapeute du Royaume-Uni, je suis hématologue et je travaille dans un centre médical de Utrecht aux Pays-Bas. Bien. Je devrais avoir le contrôle de mes diapositives. C'est le cas. Voilà, ici ma déclaration d'intérêt. Et nous allons nous poser la question suivante. Peut-on anticoaguler un patient hémophile? Voilà. Et il y a 10 ans, nous avions abordé ce problème parce que nous avions des patients atteints de problèmes cardiologiques que nous devions anticoaguler. On a établi des lignes directives. On a dit que si on avait un déficit de facteur de 1,5%, c'était correct. Et ensuite, si on pensait que si on avait un patient sans prophylaxie, avec une tendance au saignement, il ne fallait pas utiliser ce type de thérapie. Donc, à l'époque, on a travaillé, il y a 10 ans, hein, on se disait qu'on pouvait utiliser cela lorsqu'on avait une certaine, hein, entre 20 et 30, cela dépendait du choix de l'individu, etc., comme vous le voyez sur l'écran. J'ai été très heureux de voir qu'il y a quelques années, on a utilisé le même niveau de confiance en fonction de l'expérience des experts locaux. Ce n'était pas vraiment basé sur des essais cliniques qui avaient été réalisés parce qu'il n'y en a pas, je dois vous le dire. Alors, si on regarde le groupe d'études avancées et qui parle de cette approche, on a demandé aux experts ce qui, à leur avis, était un seuil correct pour commencer à utiliser ce traitement et on voit le même numéro. On voit que pour les monothérapies antiplaquettaires, on a ce chiffre. Pour les antivitamines K, on a plus de 20% et la même chose pour les thérapies antiplaquettaires. Pendant ce temps, nous avons essayé de voir quel était le véritable potentiel endogène, hein, le potentiel qu'il y ait des caillots qui surgissent chez ce type de patients, chez les patients sans hémophilie et chez les patients qui prenaient les anticoagulants. Donc, nous avons analysé cela sur le potentiel endogène de thrombine, le ETP. Nous avons constaté que… Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Donc ici, en vert, vous voyez un contrôle normal, pas d'hémophilie, pas d'anticoagulant oral. Sur la partie violette, vous voyez un patient qui est dans la partie thérapeutique. Et ensuite, vous voyez des patients qui utilisent l'antivitamine K avec AVK. Et dans la barre rouge, vous voyez un patient atteint d'hémophilie sévère sans facteur 8. Donc, on avait une attente de 72 heures. Quand on a un patient qui fait sa prophylaxie chez lui avec une hémophilie grave, on a cette même génération de ETP que chez un patient qui a un problème d'antagoniste. Quand on regarde ces patients, on voit que on a une bonne relation, plus ou moins proche de les autres patients. Et quand vous voyez le jaune, la barre en jaune, plus de 20%, on voit que la plupart n'ont pas une diminution complète de la génération de l'ETP. Certains, on n'est pas tout à fait sûr, mais on peut voir que 20% de ces patients, lorsqu'ils ont un niveau de facteur en dessous de 20%, ils sont assez et bien. La situation est assez bonne. Voilà. Donc ici, vous voyez une étude qui a été faite récemment en France et on voit qu'ils ont documenté l'utilisation d'anticoagulants oraux chez des patients atteints d'hémophilie. Ils les ont comparés avec les taux de saignement et vous voyez ici, on a un saignement accru et on n'atteint pas les 20%, mais vous voyez que cette augmentation, lorsqu'on a des niveaux en dessus de 20%, donc il y a 10 ans, je dirais que ce seuil de 20% est quelque chose qui nous permet de commencer cette corrélation et on constate qu'il y a davantage de facteurs de risque avec davantage de saignement et le type de traitement antithrombotique ou anticoagulant va avoir une influence différente sur les saignements. Et puis, on a aussi des scores de saignement que je vais vous montrer. Alors ici, de nouveau, une étude qui montre que les patients atteints d'hémophilie ont des mauvais résultats comparés à la population générale et probablement parce que nous avons peur de les traiter correctement avec des anticoagulants oraux. Voilà. Donc, n'oubliez pas que les patients atteints d'hémophilie qui ont besoin de ce type de traitement en ont besoin parce que sinon, ils vont avoir des résultats qui vont être beaucoup moins positifs, beaucoup moins bons. Quand on parle d'antifibrillation, de fibrillation auriculaire, pardon, on parle de la prévention de l'accident vasculaire cérébral. Hein. Donc, cet accident vasculaire cérébral qui augmente avec l'âge et vous voyez que le pourcentage d'hommes de plus de 70 ans augmente. Hein, vous le voyez ici sur la diapositive et augmente avec l'âge. Hein. On a fait le même essai dans une étude intersectorielle en Europe et on a constaté que 0,84% de la population atteinte d'hémophilie avait donc ce résultat que vous voyez sur l'écran. Donc, les personnes atteintes de plus de 60 ans avaient plus de tendance à avoir ce type de problème. Alors, dans la population générale, il existe de nombreuses directives, par exemple les directives ESC, mais je vais me concentrer sur la partie anticoagulation. Donc, dans la population générale, lorsque vous avez un patient avec une fibrillation auriculaire identifié comme patient à faible risque,
avec le score CHEFESC très bas, vous commencez un traitement d'anticoagulation en surveillant les saignements. Donc, ici, vous avez les différents facteurs de risque et les mesures, donc le score CHA, DS, VAS. Vous pouvez avoir un score de 1 ou 2. Cela signifie que vous avez un risque annuel d'attaque cardiaque de 2%, avec un score CHA-VAS de 5, pardon, vous avez un score d'attaque cérébrale vasculaire de 6,7%. Donc, on voit que cela augmente de façon proportionnelle. Alors, ici, c'est le dernier score que l'on utilise. C'est assez facile à suivre également. Cela permet d'avoir des caractéristiques cliniques pour le patient. Et là également, plus le score est élevé, plus le taux de saignement par an est élevé. Donc, avec un score HSS de 2, vous avez un taux de saignement équivalent indiqué sur le tableau. Alors, chez les patients souffrant d'hémophilie modérée, de 70 ans, chez un patient exemple, il a donc par exemple un score de 2 qui lui donne un risque d'attaque de 2,2% d'accident vasculaire. Avec un score de 2, là aussi un taux de saignement de 1,88%. Alors, là c'est un diagramme pour initier la réflexion et pour entamer la réflexion avec votre patient. Parce que tous les patients n'ont pas le même risque de saignement, le même risque d'accident vasculaire. Mais c'est important d'utiliser et d'intégrer ces connaissances à votre pratique clinique quotidienne. Donc, lorsque vous avez les niveaux de facteurs, vous regardez ensuite votre score CHA, VAS. S'il est inférieur à 2%, parce que ici, le risque d'avoir un saignement considérable est de 1 à 2%, donc cela est relativement réduit, et le risque d'AVC également. Donc, alors par contre, avec un score CHA supérieur à 2, là, on regarde le score HACS bled, et là, effectivement, on surveille le risque d'AVC, le risque de saignement. Et ces risques doivent être surveillés de plus près. Donc, ensuite, si l'on voit que le risque de saignement est élevé, on revient à ce score. A-t-on véritablement besoin de traiter avec des anticoagulants un patient avec un risque élevé de saignement? Donc, on doit à chaque fois comparer le risque et les bienfaits. Donc, si le risque de saignement est plus élevé que les bienfaits, il ne faut pas utiliser d'anticoagulants parce que le risque du traitement est plus élevé. En revanche, si vous considérez qu'il y a un risque d'AVC très élevé, mais également un risque de saignement très élevé, alors là, il y a une alternative pour éviter d'utiliser ces traitements. Maintenant, lorsque vous avez un patient, par exemple, avec un niveau de F8 inférieur à 25 ou à 20, vous devez également regarder ces scores CHA. Vous ne devrez sans doute pas utiliser d'anticoagulants, mais si vous le faites, vous devrez être vigilant. Mais la meilleure solution, donc, dans ce cas-là, comme je disais, l'alternative, c'est l'ablation par cathéter pour donc, le traitement de la fibrillation auriculaire. Nous avons fait cela sur 6 patients au cours des 5 dernières années. Donc, je vais passer rapidement aux résultats pour
gagner du temps. Donc, nous avons... Attendez, ça circule un petit peu trop vite. Voilà. Donc, nous avons fait 8 ablations par cathéter. Nous avons également utilisé des antagonistes de vitamine K chez les plus âgés. Et nous avons observé un saignement important. Et puis, par la suite, nous n'avons plus observé de saignement. Et chez tous ces patients, nous avons observé une guérison de la fibrillation. Donc, ça a été vraiment un succès. Alors, cela décrit la procédure typique chez des patients avec donc un score de 7 dû à des ACV précédents. Donc, c'est un patient où le risque est élevé, le risque de saignement et le risque d'AVC est élevé. Donc, là aussi, on a effectué la méthode alternative d'occlusion et nous avons obtenu de très bons résultats. Donc, après cela, on peut utiliser une monothérapie ou utiliser le remplacement de facteurs. Et c'est en général le couronne de succès. Donc, pour conclure, la fibrillation auriculaire est une question à traiter en urgence chez les personnes atteintes d'hémophilie. Si vous ne l'avez pas encore rencontré dans votre pratique, vous le verrez certainement à l'avenir. Et l'anticoagulation chez les personnes avec atteintes d'hémophilie est faisable, mais avec une approche individuelle, avec une estimation précise et précautionneuse des différents risques. Donc, j'en terminerai là. Je vais donner la parole à Gérard Dolan du Royaume-Uni. Merci. Merci à tous. Merci pour cette invitation à parler devant vous aujourd'hui. Alors, je vais essayer de voir si je peux faire défiler moi-même les diapositives. Ce sera plus simple. Alors, est-ce que je peux avoir la diapositive suivante? Donc, je vais parler de la maladie cardiovasculaire ischémique. Diapositive suivante. Alors, je crois qu'une des questions qui se pose est, est-ce que la maladie cardiovasculaire est un problème chez les personnes atteintes d'hémophilie? Alors, je crois que Roger et Robert en ont parlé déjà. Est-ce que les risques sont les mêmes? Les risques d'accidents cardiovasculaires sont les mêmes chez les personnes atteintes d'hémophilie? Et comment la maladie, la cardiopathie peut être gérée chez ces personnes? Donc, les maladies cardiovasculaires ont fait l'objet de nombreuses études dans le passé. Et les personnes atteintes d'hémophilie ont désormais une estimation de durée de vie qui approche la normale. Il y a eu un intérêt accru dans les conditions qui affectent la condition de ces personnes, et notamment donc, les maladies cardiaques ischémiques. On suggère que ces personnes avaient un taux de mortalité plus bas en raison de maladies cardiaques. Alors, cette diapositive vient de l'année 1983 déjà, mais elle est toujours utile parce qu'elle vient d'un centre des Royaumes-Unis et elle a marqué un tournant parce que
Donc, le premier patient avait 57, il avait une hémophilie A sévère et il a souffert d'un infarctus du myocarde fatal après avoir connu une thérapie de remplacement de facteurs pour une hématémèse. Et puis, un autre patient également avec une hémophilie sévère A, 53 ans, qui est également décédé à cause d'un athérome artériel coronaire sévère asymptomatique que l'on a détecté à l'autopsie. Donc, ils ne s'attendaient pas, ces médecins, à trouver cela chez des patients atteints d'hémophilie. Et puis, il y a eu depuis de nombreux rapports dans les revues au cours des dernières années. Il y a eu de nombreux rapports d'accidents cardiovasculaires chez des patients atteints d'hémophilie. Et l'une des conclusions intéressantes, c'est que ils avaient des événements, des réactions après une thérapie par facteur de remplacement. Alors, il y a également des études qui cherchent les causes sous-jacentes à ces maladies, à l'athérosclérose. Donc, on a observé que la grosseur intima média n'était pas différente chez les personnes atteintes d'hémophilie par rapport au contrôle chez les non-hémophiles. Et ensuite, dans cette étude également, on a observé un nombre accru de patients et on a découvert qu'il n'y avait pas de différence entre les patients en matière d'infection coronaire, entre les patients atteints d'hémophilie et les autres. Donc, ma conclusion, c'est que on voit ici les artères et ce processus processus qui conduit à la maladie vasculaire n'est pas réduit chez les patients atteints d'hémophilie. Donc, on voit comment se provoque la thrombose. En quelque sorte, la déficience dont souffrent les patients atteints d'hémophilie les protège en quelque sorte. Donc, c'est un aspect important à prendre en compte au cours de la gestion de ces troubles. Donc, les preuves que nous avons aujourd'hui montrent que les facteurs de risque cardiovasculaire sont similaires ou accrus chez les personnes atteintes d'hémophilie. L'artérosclérose est similaire ou relativement réduite chez les hémophiles. Et les maladies cardiaques et les infarctus du myocarde fatales peuvent être réduits chez les hémophiles. Alors, le facteur 8 réduit ne peut pas toujours prévenir l'athérosclérose, mais peut réduire le risque de thrombose occlusive lorsqu'il y a une rupture de plaque. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour un patient atteint d'hémophilie? Parce qu'il y a de nombreuses directives, d'ailleurs, qui indiquent comment gérer ces événements ischémiques. Alors, celle-là, c'est celle de la Société européenne de cardiologie. Et essentiellement, il y a des composants clés. D'abord, il faut agir rapidement. Il faut pouvoir avoir une bonne connaissance lorsqu'un patient présente des symptômes, notamment un hémophile, parce que plus vous laissez le patient sans traitement, plus le résultat est pire. Donc, si ce patient est traité avec une médication antithrombotique, il y a de nombreux médicaments qui peuvent être utilisés pour revasculariser via un stent ou l'utilisation de médicaments ou les deux. Et on voit ici l'équilibre à conserver entre l'utilisation de thérapies antithrombotiques et le risque de saignement.
Oui, et les risques liés au remplacement de facteur 8. Donc, il faut conserver un équilibre pour éviter les deux risques. Chez un hémophile, vous pouvez utiliser des médicaments antithrombotiques s'il y a chez un patient avec des niveaux de facteur 8 très bas, ça peut être très catastrophique. Donc, il faut utiliser, il faut bien utiliser ces médicaments. Il faut bien connaître le contexte du patient et utiliser, le cas échéant, un complément de facteur 8. Alors ici, nous avons le traitement du syndrome coronaire aigu. On a bien souvent essayé d'éviter le traitement chez les personnes hémophiles. Il y a ces décisions qui sont très difficiles à prendre. Et donc, pour cela, nous avons des directives qui existent aujourd'hui et qui sont toutes basées sur l'expérience auprès de patients atteints d'hémophilie. Mais il y a cette méthode de méthode Delphi, qui a présenté des données précises sur la fibrillation. Et alors, nous manquons d'études vastes. C'est une maladie, la fibrillation, relativement rare encore, mais ces expériences, ces expériences sont encore trop faibles. Mais ce que nous pouvons dire, c'est d'essayer de contrôler et d'obtenir une approche par consensus. Donc, c'est tout l'objet de cette méthode Delphi. Et ce groupe de décision a essayé de définir une méthode issue d'un travail de concertation et de consensus pour fournir des directives. Et alors, cela a été présenté dans la revue Hémophilie en 2013. Et c'est désormais la publication de référence sur ces questions. Alors, il y a des données qui nous ont surpris, nous, en tant que cardiologues. Donc, tout d'abord, il faut agir très rapidement en cas d'alerte. C'est-à-dire que quand une personne arrive au centre avec le clinicien doit comprendre immédiatement ce qu'il doit faire. Une personne atteinte d'hémophilie. Et il doit contacter donc un expert en hémophilie dès que possible pour que le clinicien soit guidé face à cette situation complexe, non, et très difficile à gérer. Donc, nous recommandons que les patients doivent être traités à peu près comme normalement, disons, après le remplacement des facteurs 8. Mais bien sûr, ces patients doivent toujours être considérés comme ayant un risque de saignement élevé. Donc, il y a des éléments dans les directives qui préconisent certains types de thérapies qui n'ont pas forcément beaucoup d'avantages du point de vue de l'antithrombose, mais cela peut contrôler les saignements. Et nous recommandons également le PCI est préférable chez les personnes atteintes d'hémophilie, bien que la fibrinolyse doit être considérée si le patient ne remplit pas les conditions pour le PCI ou si cela n'est pas disponible, parce que le risque de saignement est trop élevé. Donc, il est important que le centre de traitement d'hémophilie soit bien conscient des directives pour les avoir à l'esprit et pour avoir déjà mis en place une procédure pour la gestion en toute sécurité de ces patients en cas d'événements, parce que ces événements arrivent souvent de façon imprédictible, imprévisible, et il convient de ne pas être pris au dépourvu pour pouvoir offrir des soins adaptés à ces patients.
Alors, je crois que la conclusion de cette courte présentation, c'est que si une personne souffre d'hémophilie et souffre d'athérosclérose, il y a un risque d'ACS, spécialement après une thérapie par facteur de remplacement ou par agent bypassant. Dans le cas d'un ACS chez une personne souffrant d'hémophilie, un expert en hémophilie doit être consulté dès que possible. Il faut en général effectuer un remplacement de facteurs dès que possible aussi, et puis mettre en place des stratégies de traitement pour être suivi et offrir le meilleur traitement possible aux patients. Et puis, bien sûr, la fibrinolyse ou le PCI doivent être retardés si la thérapie par remplacement de facteurs n'a pas encore été administrée. Donc, d'une façon générale, si vous mettez une substance étrangère dans un corps, cela va stimuler la thrombose. Donc, ce que nous voulons éviter, c'est qu'une personne souffrant d'hémophilie ne soit pas protégée de façon adéquate. Mais et donc, ces thérapies anti-plaquettes peuvent augmenter le risque de saignement. Donc, il faut avoir une thérapie en parallèle pour éviter ce risque de saignement. Donc, il faut également parler avec le cardiologue pour peut-être utiliser un type de stent différent pour permettre cette thérapie anti-plaquettes. C'est vraiment une des questions qui doivent nous interroger au quotidien. Il faut se tenir au fait des dernières nouveautés en la matière. Donc ici, vous voyez cette diapositive. Hein, il s'agit d'un cow-boy qui ferme les portes une fois que le cheval est sorti. Donc, et nous devons, en général, avec ce type de traitement, hein, la plupart des soins de l'hémophilie sont axés sur les points suivants. La prévention ou le traitement des saignements, parce que très souvent on constate que les médecins ont peur de traiter ce type de patient et on a peur de d'opérer ce type de patient. Donc je dirais que pour ces patients, les patients qui sont souvent les plus âgés, ont des difficultés à être pris en charge. En général, on se concentre sur la prévention ou le traitement des saignements, sur les maladies musculo-squelettiques et leur prise en charge, et sur la prise en charge des infections transmises par transfusion. Mais cela signifie que ces facteurs de risque qui sont liés à l'âge ne sont pas pris en charge et par conséquent, qui va s'occuper de ce type de problème? Un individu atteint d'une infection VIH, beaucoup de nos patients mènent une vie normale, mais il y a des preuves que l'infection par le VIH fait qu'un grand nombre de patients alors à l'époque où les traitements n'étaient pas disponibles, on a une pathogénie de l'arthérothrombose dans l'infection par le VIH. Et il y a des preuves hein, selon lesquelles différentes formes de ce type de thérapie sont meilleures. Il y a d'autres facteurs de risque comme le type de vie, le stress et autres qui peuvent aussi augmenter le risque de thrombose chez ces patients. Donc, il y a toute une série de risques, hein, de facteurs de risque qui peuvent prévenir ou retarder le développement de l'athérosclérose chez les patients atteints d'hémophilie dans la population en général. Et donc, on peut retarder la maladie dans ce sens. Beaucoup de patients n'ont pas accès à ce type de prise en charge, ne connaissent pas les programmes médicaux. Et là, alors,
la gestion du poids, hein, qu'est-ce qui nous permet d'avoir un impact sur la prise en charge de ces patients. Donc, s'arrêter de fumer, contrôler la pression artérielle, contrôler le diabète, les lipides et la prise en charge de donc les dépistages des lipides. Tout cela est fait par le médecin et en général, le médecin traitant du patient. Il faut être clair. Si cela n'est pas fait, nous devons le faire. C'est important. Il faut qu'il y ait une stratégie bien claire de prise en charge de ce type de patient pour modifier la situation de risque chez ces patients. Nous devons réfléchir aussi sur la façon de traiter ces patients. Nous devons nous assurer qu'il y a un programme de soins holistiques pour les patients atteints d'hémophilie, avoir des soins complets au niveau local, hein. Je dirais qu'au Royaume-Uni, nous avons différents soins, une prise en charge intégrée et à l'exception de certains problèmes bien spécifiques, nous pouvons répondre à ce type de choses. Dans chaque pays, les systèmes de traitements médicaux et les institutions sont différentes, mais nous devons nous assurer que nous travaillons avec les systèmes de soins primaires et secondaires pour assurer la prestation de soins et la communication avec, par exemple, le passeport du patient, un système qui nous permet de connaître ces patients et de parler de la maladie. Mais très souvent, ces patients, l'état de ces patients empire pour une question de négligence. Le patient doit comprendre ce qui doit être fait au niveau de la prise en charge primaire et secondaire. Voilà, donc je dirais que nous devons mettre l'accent sur la morbidité médicale dans l'hémophilie. C'est très bien, c'est un bon résultat. On a des réussites dans ce domaine parce que au cours de ces 20 dernières années, 10 dernières années, nous avons une longévité qui augmente chez nos patients. Donc, une amélioration du traitement de l'hémophilie, ce qui donne une réduction marquée des décès par hémorragie. On a aussi des méthodes d'inactivation de recombinante virale, élimination du VIH et de l'hépatite C qui sont très importants, hein. Et puis, nous avons amélioré la thérapie antivirale avec la réduction considérable de décès dus à des infections transmises par les transfusions. Je pense que nous devons réfléchir en général et nous demander qu'est-ce qui est important et dans quelle mesure devons-nous être proactifs dans l'accompagnement de nos patients jusqu'à la fin de leur vie. Je pense que c'est très important. Il faut tenir compte de cet aspect et en tant qu'hématologue, je dirais, et pour les patients atteints d'hémophilie, nous devons adapter des soins complets pour s'assurer que les problèmes de cardiopathie ischémique soient pris en charge. Nous devons donc avoir une approche globale qui, dans le futur, va être accrue comme meilleur traitement. Merci, merci beaucoup, Roger. Merci à tous les deux. Merci pour donc, cette série de présentations, ces deux dernières présentations. Nous avons encore quelques minutes. Je vais donner la parole à nos orthopédiciens et spécialistes en musculo-squelettique, en aspect musculo-squelettique. Mais avant, je dirais qu'on a parlé des risques qui existaient dans le domaine des maladies rénales. On a vu une série de recommandations, mais concernant les antispasmodiques, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme anti-inflammatoire et comme médicament pour contrôler la douleur, pour éviter ce type de problème au niveau rénal? Je dirais qu'en général, est-ce que c'est une question destinée aux orthopédiciens, aux orthopédistes ou à tout le monde? C'est une question qui est destinée à tout le monde. Vous pouvez y aller. Bien.
Je dirais que pour ce type de médicaments, nous avons fait des études qui montrent qu'ils sont associés à des événements ischémiques vasculaires. Beaucoup de docteurs, de médecins ont peur de donner ce type de médicaments aux patients. Mais je pense que dans le cadre des patients atteints d'hémophilie, il faut essayer de minimiser l'impact des anti-inflammatoires sur leur santé et tout cela dépend de l'équilibre que l'on peut faire concernant le risque de ce patient, s'il y a un risque cardiovasculaire, s'il y a besoin, s'il faut traiter la douleur aussi. Hein, donc, c'est très important aussi. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Adolphe, on ne vous entend pas. Oui. Je dirais qu'il faut rester au minimum, un dosage minimum. Oui, bien. Nous allons voir les préoccupations liées à l'aspect orthopédique et cardiovasculaire. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques commentaires? Hein? Est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce que l'on peut, est-ce que l'on doit donner ce type de médicament? Comment y penser? Comment y réfléchir? Peut-être que je vais commencer par Gianluigi et s'il vous plaît, soyez bref. Gianluigi, au micro, nous utilisons une prophylaxie thrombique chez les patients atteints d'hémophilie en cas de chirurgie. Et chez les patients qui ont des risques thrombophylactiques, nous essayons, en général, nous n'utilisons pas cette prophylaxie thrombique pour nos patients, je dirais. Oui, nous le faisons chez tous nos patients. Nous avons fait cela pendant plus de 40 ans. Nous faisons une centaine de chirurgies par an chez des patients atteints d'hémophilie. Et je pense que lorsqu'on donne des niveaux de facteurs de 80 ou 100%, il n'y a pas de risque additionnel de saignement. On n'a que des bénéfices. Ensuite, on arrête pendant une semaine. Donc, de nouveau, je dirais que c'est un débat qui existe et qui n'est pas encore, on n'est pas encore arrivé à une conclusion. Est-ce que quelqu'un souhaite donner une opinion? Oui, nous utilisons un système de compression mécanique et d'une manière systématique et nous l'utilisons comme prophylaxie aussi, hein, je dirais. Parfait, bien. Je vois que nous n'allons pas pouvoir résoudre cette question, mais je pense que c'était important d'aborder le problème, de commencer à y réfléchir ensemble. Hein. Je vois qu'il n'y a pas de consensus sur ce problème, que l'on soit atteint ou que l'on parle de l'hémophilie ou pas, hein, d'ailleurs, je pense. Il n'y a pas de consensus, point final. Bien, je vais conclure ici. Je vous remercie tous pour les efforts que vous avez effectués pour ces présentations qui ont été fantastiques. Hein. On va les télécharger sur notre site Internet. Elles seront utilisées dans le futur aussi, bien sûr, par tout le monde. Et vous pouvez y accéder. Je remercie le public, je remercie les interprètes, je remercie le personnel de la FMH